Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je rabâche quand même souvent la même chose, hein, et notamment l'une des choses que je rabâche très souvent, c'est d'avoir une vision long terme et d'investir sur le long terme. Et c'est pas pour rien. Là, dans cette vidéo, je vais me focaliser en te donnant des éléments concrets et des informations objectives pour démontrer mes propos et te montrer de la manière la plus objective possible pourquoi c'est important d'avoir une vision long terme et notamment sur l'investissement en bourse de manière générale. Parce qu'il y a eu des événements historiques qui se sont effectués justement par le passé et qui ont pu mettre à mal certaines personnes, même certains qui pouvaient avoir une vision long terme à un moment donné. Et quand je te parle de vision long terme, certains disent bah long terme c'est 5 ans, c'est 10 ans. Oui, c'est possible. Mais pour d'autres, tu vois, et par rapport aux événements que je vais te montrer, ça va être des éléments vraiment encore une fois factuels, c'est plutôt des dizaines et des dizaines d'années. Tu vois, parce que tu as certaines personnes qui vont dire ouais moi j'ai une vision d'investissement long terme et au final ils se disent que 5 ans c'est bon, et on va voir que en fonction de certains événements historiques, bah ces 5 années c'était clairement pas suffisant et que si on avait investi au mauvais moment et si on n'avait pas la bonne approche, ça pouvait nous mettre dans des positions compliquées. Et même si les événements passés ne présagent rien des performances futures, je pense que c'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé historiquement parlant pour pouvoir tirer des leçons justement de tout ça et de se dire bah tiens, si ça s'est effectué de cette manière-là, comment je fais éventuellement pour pouvoir me protéger si jamais cet événement-là se reproduit, peut-être pas forcément de la même manière, mais si quelque chose de similaire pourrait arriver dans les prochaines années. Si on prend un petit peu du recul et qu'on regarde ce qui s'est passé sur les années précédentes, là c'est une étude qui a été effectuée par JP Morgan, qui date un petit peu aujourd'hui, mais qui reste quand même importante et toujours pertinente aujourd'hui. On se rend compte que malgré les crises, les récessions et malgré les événements historiques, la bourse a quand même été très largement haussière depuis le départ. Donc chaque barre grise que tu vois à l'écran, ça correspond à une période de récession économique, et on a eu des gros événements historiques, comme par exemple la Première Guerre mondiale, la période de Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, le Black Monday, la crise financière, notamment avec la crise des subprimes en 2008, et malgré tout ça, le marché de la bourse, et notamment le S&P 500, là, qui est en fait ce qui est représenté ici, a toujours été très largement haussier depuis le départ. Il y a également cette étude qui va un petit peu plus loin et qui montre que bah, ça fait partie des cycles. À chaque fois quand on investit sur les marchés financiers, il y a des périodes de récession, il y a des périodes d'expansion économique, et que depuis le début de cette analyse, elle a été effectuée depuis les années 1900, on a eu en moyenne des périodes d'expansion qui ont duré à peu près 47 mois depuis le départ, et puis les périodes de récession arrivent quand même aussi très régulièrement, mais qu'elles duraient en moyenne 15 mois. Donc c'est normal, on peut se dire, bah moi j'investis sur le long terme, je sais qu'il va y avoir des périodes de récession, des périodes d'expansion, en moyenne ça dure à peu près 47 mois et les périodes d'expansion, et que les périodes de récession en général ça dure 15 mois, et si on va même encore un petit peu plus loin, c'est un graphique que je t'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne, si on va jusqu'aux années 1870, bah on se rend compte en fait de la tendance, on se dit bah oui, il peut se passer n'importe quoi, il peut se passer une troisième guerre mondiale, il peut se passer comme ce qu'on a pu avoir avec la crise sanitaire, bah en fait c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de problématique, le marché a toujours récupéré, donc il continuera de le faire par la suite. Et je suis plutôt d'accord avec ça, je suis plutôt d'accord du fait que, et partir du principe que là, ça fait depuis les années 1870, et on peut même revenir avant, hein, mais depuis les années 1870, que peu importe ce qui s'est passé, le marché de la bourse a toujours dépassé son précédent plus haut à un moment donné, on peut se dire que ça continuera de le faire par la suite, même s'il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Par contre, là où je voulais t'amener dans cette vidéo à réfléchir, c'est que il faut avoir ce côté investissement long terme et savoir ce qu'il y a derrière. Parce qu'encore une fois, comme je te l'ai évoqué dans l'introduction de cette vidéo, certaines personnes vont dire, bah moi oui, j'investis sur le long terme, et peu importe ce qui peut se passer, je sais que si j'investis sur du long terme, encore une fois, je vais être capable de gagner de l'argent parce que depuis le départ, la bourse est très largement haussière. Mais pour certaines personnes, le long terme, ça va être 5 ans. Pour d'autres, ça va être 10 ans. Pour d'autres, ça va être 20 ans. Et j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans ma réflexion et dans celle que je voudrais te partager pour te montrer des événements historiques et de ce que ça voulait dire véritablement le côté long terme cette fois-ci. Parce qu'il y a l'étude de JP Morgan qui te dit que des périodes de récession, ça arrive quand même très régulièrement et qu'en général, ça dure 15 mois. Mais tu vas voir qu'il y a des événements historiques qui ont duré bien plus longtemps que 15 mois. Et qu'il y a des personnes qui ont investi sur plus de 10 ans et qui se sont quand même retrouvées dans le trou parce qu'ils avaient acheté au pire moment. Donc j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu veux investir sur les 40-50 prochaines années, pour moi il y a peu de risques et tu peux tout de suite acheter en fait les actions parce que tu sais que sur 50 ans, il n'y a pas de problème historiquement parlant si on prend les données historiques pour que tu sois en perte dans 50 ans.
Mais tout le monde n'a pas la volonté ni la possibilité d'investir sur 50 ans. Donc d'où justement l'idée de cette vidéo et de la réflexion que j'aimerais te partager. Donc là, je t'ai mis à l'écran le Dow Jones, qui est en fait l'indice le plus vieux qui existe sur les marchés financiers, et des données qu'on est capable de retrouver entre 1896 et 2016. Donc là, tu as toutes les crises qui ont été énumérées. Donc tu vois, tu en as, je sais pas combien, tu en as 121 de crises depuis le départ avec la frise chronologique, et te montrer toutes les raisons qui ont pu amener une certaine fluctuation du marché. Ça va pas forcément nous intéresser tout de suite. Moi, ce qui est intéressant, et ce que je t'ai mis en rouge à l'écran, c'est le temps de récupération. Le temps qu'il a fallu pour que les personnes qui ont acheté au pire moment, le plus haut, par exemple ici, aient pu récupérer leur argent, et à partir de quel moment on a dépassé notre précédent plus haut. Tu vois que ici, typiquement, il nous a fallu 19 ans pour récupérer notre précédent plus haut. Là, il nous a fallu 25 ans. Ici, il nous a fallu 16 ans. Là, il nous a fallu 6 ans. Et là, c'est pour le Dow Jones, tu vois. Donc, en moyenne, oui, si on analyse, par exemple, pour le cas du S&P 500, la récession, c'est en moyenne 15 mois. Mais pour le cas du Dow Jones, tu vois, là, c'est quand même 25 ans. Là, ça a été 16 ans. Là, ça a été 19 ans. Donc, peut-être qu'en termes de probabilité, il y aurait eu peu de chances que tu aies acheté pile au pire moment. Et puis peut-être que tu aurais fait un DCA ces temps-ci qui aurait pu lisser à la baisse tes entrées de position, et peut-être que tu aurais pu être en positif à ce moment-là et pas forcément ici. Mais c'est pour te donner des éléments de réponse et te faire comprendre que quand on parle de long terme, c'est ça aussi. Et que ces événements-là, en fait, quand tu regardes des moyennes ou des médianes sur des périodes de récession ou d'expansion économique, ça reste des moyennes. C'est-à-dire que des fois, tu as des périodes de récupération comme ici qui ont été de 6 ans, il y a des fois, ça a été de 1 an, 2 ans, quelques mois, et puis il y a des fois, ça a duré 25 ans. Et donc si toi tu te dis vas-y, j'investis tout d'un coup à ce moment-là et c'est bon, je suis là sur le long terme, oui, il n'y a pas de problème, tu aurais pu récupérer ton argent, mais au bout de 25 ans. Il y a des gens qui n'ont pas attendu 25 ans, qui ont vendu à perte, et si tu prends le capital bloqué avec l'inflation à cette période, tu aurais été perdant, tu vois. Et c'est ça aussi la réalité des marchés financiers qui pour moi est super important à comprendre et à avoir en tête. Là, je t'ai mis un autre exemple, c'est la courbe du S&P 500, avec à chaque fois les barres en grise qui représentent des périodes de récession économique et des périodes de crise économique. Là, ce qu'on remarque, c'est que oui, la tendance, elle est hyper haussière sur le S&P 500 depuis le départ, mais qu'il y a quand même eu 12 ans, après la bulle Internet, entre les années 2000 et 2012, où le marché a récupéré en fait de cette crise et de cette bulle économique, de cette bulle de spéculation à cette époque, avant de dépasser son précédent plus haut. Pour le S&P 500, il a fallu 12 ans sur cette période-là pour pouvoir récupérer son précédent plus haut. Là, je t'ai mis le cas des obligations à 10 ans. Donc tu sais, tu as des obligations d'entreprise, tu as des obligations d'État, tu as des obligations court terme, moyen terme et long terme. Donc là, c'est des obligations du bon de trésor américain à 10 ans. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pendant très longtemps, on était en train de dire c'est génial, il faut avoir des obligations en portefeuille parce que ça avait très très bien performé. Et puis au fur et à mesure du temps, on a baissé les taux d'intérêt pour pouvoir permettre une croissance économique, et surtout après la crise notamment des subprimes en 2008. Donc la Fed a baissé énormément les taux d'intérêt pour permettre d'avoir de l'argent pas cher. Et tu le sais que plus on va baisser les taux d'intérêt, plus les obligations vont avoir un coût élevé sur le marché. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube pour t'expliquer pourquoi, donc je vais pas te le réexpliquer ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus les taux d'intérêt sont faibles, plus le prix des obligations sont importantes. Et donc on a vu ces derniers temps une baisse des taux d'intérêt, donc des rendements des obligations, et donc un coût exponentiel et un prix exponentiel des obligations. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a pu voir par le passé avec des obligations qui rémunéraient, qui donnaient pas mal d'argent, c'était plus forcément le cas aujourd'hui. Quoique dernièrement, on commence un petit peu à réaugmenter les taux, mais on n'est pas du tout sur les mêmes taux qu'on pouvait avoir sur les années 80, tu vois. Dans les années 80, tu pouvais avoir des obligations qui étaient à 10-12% de rentabilité. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Même si la Fed, au moment où je suis en train de tourner de cette vidéo, on est à peu près à 5% de taux de rendement, il y a bien un moment donné où elle va être obligée peut-être de rebaisser ses taux. Et donc, si elle est obligée de rebaisser ses taux parce que ça casse quelque chose dans l'économie, ça augmente le chômage et ça pose des problèmes au niveau des entreprises, il y a un moment donné, ils vont devoir baisser les taux d'intérêt, donc faire ce qu'on appelle le pivot de la Fed, baisser de nouveau les taux d'intérêt, peut-être remettre en place et relancer les problématiques d'inflation qu'on a connues ces derniers temps, mais ça va jouer un rôle aussi important, si tu veux, sur les obligations. Donc c'est pour te montrer que ce qu'on a pu voir ces derniers temps, oui, on va souvent te dire, historiquement, les obligations à 10 ans, en moyenne, elles ont peut-être fait, 3, 4, 5% de rendement annualisé,
Mais il y a eu des périodes où ça a été super intéressant d'en avoir en portefeuille et des périodes où ça l'a été beaucoup moins. Notamment ces dernières années, encore une fois, après la crise des subprimes, on a eu des taux d'intérêt qui n'ont fait que baisser, voire à un moment donné, on a même atteint des taux d'intérêt négatifs, ce qui est une hérésie totale par rapport au concept même économique. Hein. C'est-à-dire que des taux d'intérêt négatifs, on va te donner de l'argent pour que tu puisses emprunter. Donc ça, c'est juste complètement fou, et c'est ce qu'on a vu. Donc quand on est dans un contexte avec des taux d'intérêt négatifs, les obligations sont avec des prix juste exorbitants. Donc on a une véritable bulle sur les obligations. Donc on comprend l'intérêt d'en avoir en portefeuille, mais est-ce que c'est toujours intéressant d'en avoir aujourd'hui? Tu vois, la question, encore une fois, elle se pose. Et de comprendre que ce qu'on a pu voir historiquement parlant, quand tu regardes des moyennes historiques, oui, tu peux te dire que sur les, 80, 100 dernières années, en moyenne, des obligations à 10 ans ont donné du 3, 4, 5% annualisé. Mais il faut comprendre qu'il y a eu des périodes où ça a été ultra performant et des périodes où ça l'a absolument pas du tout été. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça c'est pareil, c'est-à-dire que si tu t'es dit moi je vais acheter des obligations là dernièrement quand on était sur des taux d'intérêt négatifs, t'achètes les obligations à un prix qui est hyper élevé, peut-être que tu seras dans le trou dans les 25, 30, 40 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu le même discours que ce que je t'évoquais précédemment avec le S&P 500 et puis avec le Dow Jones. Là, je te présente un autre indicateur qui est le Nikkei 225, qui est l'équivalent du S&P 500 mais plutôt au Japon. Et ce que tu remarques, c'est que dans les années, entre les années 70 et les années 90, on a eu une progression fulgurante, notamment de l'économie au Japon. Et même encore aujourd'hui, là, ça fait plus de 30 ans que le Nikkei, qui est un des indicateurs qui représente un petit peu ce qui se passe au Japon, est dans le trou. Ça fait 30 ans que les gens qui ont acheté là n'ont pas récupéré leur argent. Donc sans doute qu'à un moment donné, ça repartira à la hausse, et sans doute que ces gens-là arriveront à récupérer leur précédent plus haut. Mais au bout de combien de temps ? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le long terme, pour le cas du Nikkei, si tu voulais avoir une exposition au marché japonais, si tu avais acheté dans les années 90, même encore aujourd'hui, tu serais dans le trou. Tu vois? Si tu avais fait un DCA, peut-être que tu aurais encore une fois dit ça à la baisse, tes positions, tu aurais une moyenne plus intéressante qu'aujourd'hui. Mais je pense que c'est important d'avoir ces événements-là historiques et de se rendre compte que ces éléments que je te donne, c'est pas des choses que je sors de mon chapeau, c'est des choses qui se sont véritablement passées. Tu vois? Et donc, si ça s'est passé par le passé, qu'est-ce qui nous dit que ça ne peut pas encore se reproduire par la suite? Et si tu investis aujourd'hui sur le S&P 500, qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui on n'est pas dans une bulle et que dans les 25 prochaines années, tu seras peut-être pas dans le trou, tu vois? J'ai aucune garantie par rapport à ça, j'ai les mêmes éléments que toi, je te les présente à l'écran, et après c'est toujours un équilibre entre le risque que tu veux prendre et les rendements que tu souhaites avoir. Et pour moi, le meilleur compromis, c'est d'utiliser notamment l'investissement via les ETF, et c'est pour ça que j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur ce sujet que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube dans la playlist bourse. Mais après, il faut trouver une approche qui va te correspondre aussi. Pour aller un petit peu plus loin dans mon propos, je vais te parler des informations importantes que tu peux retrouver dans le bouquin qui s'appelle Stocks for the Long Run, qui a été écrit par Jeremy Siegel, qui est un professeur à Wharton. Et il a démontré en fait dans ce bouquin que les actions sont moins risquées que les obligations avec un horizon d'investissement long terme. Il explique typiquement que sur une année, le risque de perdre sur les actions est de 27%. Par contre, sur 15 ans, le risque n'est plus que de 3%. Donc soit une chance sur 4 de perdre en investissant sur les actions sur une année, mais sur 15 ans, le risque passe à 3%. Donc d'où l'intérêt d'avoir un horizon d'investissement long terme. Mais il faut faire attention aux événements et aux cas spécifiques que je t'ai évoqués, parce que même si oui, théoriquement, et en analysant en moyenne ce qui s'est passé sur des périodes de 15 ans, tu aurais pu limiter ton risque et tu aurais pu avoir des performances peut-être plus élevées que la moyenne, il y a des cas spécifiques comme le Nikkei où ça fait 30 ans et ceux qui ont investi au plus haut sont encore dans le trou aujourd'hui. Et peut-être qu'ils le seront encore dans les prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est super important d'avoir ces éléments-là en tête. Et il dit dans son bouquin qu'entre 2000 et 2014, la performance des obligations a été de 5,5% net d'inflation par an. C'est nettement plus que les actions qui ont fait 1,8% par an sur cette période. En réalité, les 30 dernières années ont été exceptionnelles pour les obligations parce que on a fait que baisser les taux d'intérêt, donc forcément le prix des obligations n'a pas arrêté d'augmenter. Donc un des facteurs a été la baisse des taux d'intérêt qui a mécaniquement fait augmenter le prix des obligations. Donc tu vois, ça c'est important aussi de se rendre compte que c'est important d'avoir un portefeuille qui est équilibré parce que on peut se dire que 15 ans c'est du long terme, mais tu vois, entre 2000 et 2014, si tu as investi que sur les actions, sur des mauvaises actions en moyenne, en prenant en compte l'inflation, les obligations ont été plus rémunératrices selon cette étude et selon ce qui est présenté sur ce bouquin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été drivé par les taux d'intérêt qui n'ont pas arrêté de baisser. Là, dernièrement, ils l'ont encore un petit peu augmenté. On est à peu près à 5% au moment où je tourne cette vidéo. Sans doute qu'ils seront amenés à le baisser de nouveau, mais tu vois, c'est pas quelque chose d'immuable.
Donc, il faut vraiment prendre tous ces éléments-là en tête et comprendre que quand on investit sur le long terme, il faut comprendre tout ça. Et de se dire, tiens, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais? S'il se passe autre chose, qu'est-ce que je fais? Dans ce scénario-là, est-ce que je suis protégé? Etc. etc. Si tu penses investir sur le long terme et que tu as besoin de cet argent dans les 20 prochaines années, peut-être que tu vas avoir une approche différente que quelqu'un qui pourra investir dans les 40, 50 prochaines années. Pour moi, de toute façon, la vérité absolue n'existe pas et la meilleure manière pour pouvoir te protéger, c'est d'avoir un portefeuille qui est suffisamment diversifié. L'une des manières pour pouvoir avoir un portefeuille qui soit le plus diversifié et le plus équilibré possible, pour moi, c'est d'utiliser notamment l'investissement via les ETF. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur cette chaîne pour te montrer concrètement comment tu peux utiliser le levier des ETF pour investir sur les marchés financiers. Donc tu retrouveras toutes ces vidéos dans la playlist bourse. Mais si maintenant tu veux te former à l'investissement en bourse, tu veux comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne pour faire tes premiers pas efficacement dans ce nouveau secteur d'activité, je t'ai préparé dans la description de la vidéo un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Pour ça, tu as simplement à cliquer du coup dans la description de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.